Certaines personnes, comme les habitants des îles Andaman, une communauté vivant dans le golfe du Bengale, les voient comme des torches enflammées lancées dans les airs par les esprits de la forêt. D'autres, comme certains aborigènes australiens, pensent qu'il s'agit de bâtons enflammés chevauchés par des chamans. Mais si tu poses la question à un astronome, il te dira qu'une comète est un gros objet fait de poussière et de glace qui tourne autour du Soleil. L'un des objets spatiaux les plus célèbres de ce type est sans doute la comète de Halley. Elle a eu un impact important sur notre histoire et notre compréhension de ces mystérieuses étoiles filantes. Lorsque cette comète est passée devant la Terre en août 1835 par exemple, on l'a accusée d'être responsable de l'incendie de la ville de New York, qui a duré plusieurs nuits. Au même moment, les Indiens Séminoles de Floride ont vu la longue queue de la comète et ont cru qu'elle marquait le jour où ils perdraient leur indépendance. Cette comète est revenue en 1910, et les gens l'ont de nouveau vue comme un mauvais présage. À Chicago, les habitants ont barricadé leurs ouvertures afin de se protéger de la queue prétendument dangereuse de la comète. D'autres ont acheté toutes sortes d'accessoires, comme des parapluies ou des masques, pour se protéger. Mais qu'y a-t-il de si intrigant avec ce corps spatial? Comment se fait-il qu'il apparaisse autour de la Terre de temps en temps? Et plus important encore, est-il vraiment dangereux? La comète de Halley est ce que les astronomes appellent une comète périodique. Elle nous rend visite tous les 75 ans environ. En de rares occasions, certaines personnes chanceuses ont eu la chance de la voir 2 fois dans leur vie. Elle est passée pour la dernière fois devant la Terre en 1986 et elle devrait revenir en 2061. Malgré ce retour prévu, l'orbite de la comète ne peut pas être prédite avec précision. C'est en partie à cause des processus chimiques qui se produisent à l'intérieur de la comète. L'orbite de Halley peut aussi changer en raison d'interactions aléatoires avec d'autres planètes et objets spatiaux de notre système solaire. Son nom officiel est 1P/Halley, du nom de l'astronome anglais Edmond Halley, qui a étudié les rapports d'une comète s'approchant de la Terre en 1531, 1607 et 1682. D'après ses calculs, il a conclu que ces 3 occurrences étaient en fait la même comète qui revenait à des intervalles réguliers. Il a également prédit son retour en 1758. La découverte de Halley a également mis en évidence que certaines comètes, comme celle-ci, orbitaient autour du Soleil, mais que leur trajectoire n'était pas circulaire. Si tu la regardes en 2D, l'orbite de Halley ressemble à un fil elliptique qui oscille depuis le Soleil. Malheureusement, Halley n'a pas vécu pour assister au retour de la comète, pourtant prédit avec précision, mais elle a été nommée en son honneur. Selon l'Agence spatiale européenne, la première observation de la comète de Halley remonte à 239 avant notre ère. Des astronomes asiatiques l'avaient enregistrée dans les chroniques de Shishi et Wenxian Tengkao. Mais une autre étude affirme qu'elle pourrait avoir été remarquée encore plus tôt que cela, à l'époque des Grecs anciens. Des écrits de cette période ont rapporté un énorme météore qui a atterri dans le nord de la Grèce, laissant la population locale perplexe. Il est rapidement devenu l'une des attractions touristiques les plus populaires du monde antique. Mais les témoins ont aussi remarqué une comète dans le ciel au moment où le météore a atterri. Ils ont également signalé le fait que l'objet spatial inhabituel était resté dans le ciel pendant environ 75 jours. Shakespeare lui-même semble avoir écrit sur cette comète dans sa pièce Jules César, aux alentours de l'année 1600. Dans cette œuvre, il inclut une phrase désormais célèbre évoquant les comètes, comme des signes inhabituels. Les cieux eux-mêmes s'embrasent. Ce n'est pas la dernière fois que des écrivains célèbres ont ressenti un certain lien avec cet objet. L'écrivain Mark Twain a déclaré en 1909 « Je suis arrivé avec la comète de Halley en 1835. Elle revient l'année prochaine et je m'attends à partir avec elle. » Étonnamment, Twain est décédé le 21 avril 1910, un jour après que la comète de Halley est sortie de la dernière face cachée du Soleil. Nous avons eu un meilleur aperçu de la comète lorsqu'elle est passée devant nous pour la dernière fois en 1986. Plusieurs vaisseaux spatiaux ont été envoyés vers la comète pour prélever des échantillons de sa composition. Cette flotte de vaisseaux spatiaux, surnommée l'Armada de Halley, a volé à proximité, l'un d'entre eux prenant plusieurs photos du noyau de la comète pour la première fois dans l'histoire. Cette fois, nous disposions aussi de bien meilleurs télescopes pour observer la comète lorsqu'elle passait près de notre planète. D'après les études actuelles, il y a peu, voire aucun risque que la comète de Halley puisse réellement représenter un danger pour notre planète.
La plupart des malheurs associés à la comète n'étaient que des superstitions. Encore mieux, les comètes ont peut-être rendu la vie sur Terre possible. Les spécialistes pensent qu'au début de l'histoire de notre planète, les collisions avec les comètes ont apporté une quantité importante d'eau ici, ce qui a aidé à former nos océans. Ces objets spatiaux nous ont peut-être fait aussi cadeau de matières organiques nécessaires à la formation de la vie. Attention à ne pas confondre les comètes avec les astéroïdes cependant. Contrairement aux astéroïdes, qui sont de petits corps spatiaux rocheux tournant également autour du Soleil, les comètes sont principalement composées de glace d'ammoniac, de méthane ou d'eau. Elles ne contiennent que de petites quantités de matériaux rocheux. En raison de leur composition, les comètes sont parfois surnommées « boules de neige sale ». Les comètes sont composées de 4 parties, un noyau, une chevelure, une queue de poussière et une queue d'ion. Mais leur noyau constitue la majeure partie de leur masse totale. Il y a plus de 3000 comètes connues à ce jour. Mais les astronomes pensent qu'il pourrait y en avoir jusqu'à 1 milliard dans notre système solaire. Une comète assez brillante pour être visible de la Terre sans l'aide d'un télescope s'appelle une grande comète. On peut voir une grande comète tous les 10 ans environ. Les gens remarquent d'autres comètes depuis des millénaires. Cependant, les scientifiques ont conclu qu'étant donné que les comètes perdent beaucoup de matière chaque fois qu'elles orbitent près du Soleil, leur durée de vie pourrait n'être que de quelques milliers d'années. Si tu compares cela à l'âge du système solaire, qui est de 4,6 milliards d'années, c'est un chiffre relativement faible. Puisque ces corps spatiaux sont encore présents dans le système solaire aujourd'hui, il doit y avoir une source de comètes quelque part. Sinon, toutes les comètes auraient disparu il y a longtemps. Hale-Bopp est le nom d'une autre comète célèbre. Elle est passée très près de la Terre en janvier 1997. La dernière fois qu'elle a été vue près de notre planète avant cela, c'était pendant l'âge du bronze, en 2000 avant notre ère. Cette comète est beaucoup plus grande et plus spectaculaire que celle de Halley. Son noyau s'étend jusqu'à 40 km de diamètre et peut être vu de la surface de notre planète à l'œil nu. La comète Borrelly a été la deuxième comète à être étudiée de près par un vaisseau spatial. Le vaisseau Deep Space One de la NASA s'en est approché en 2001 et a fourni aux scientifiques un rapport détaillé du noyau noir de la comète. Cette comète est étonnamment bancale, mais la raison de sa forme inhabituelle est encore sujette à débat. La comète de Halley semble s'être formée dans le nuage de Oort, aux confins du système solaire, tandis que celle de Borrelly proviendrait d'un nuage glacé de roches situé au-delà de Neptune, que l'on appelle la ceinture de Kuiper. La comète Hyakutake nous a offert un magnifique spectacle lorsqu'elle est passée à seulement 15 millions de kilomètres de la Terre en mars 1996. Elle ressemblait à une éclaboussure bleu glace avec une faible queue de gaz. Cette comète a aussi étonné les astronomes, car elle produit des rayons X 100 fois plus intenses que ce que les scientifiques avaient prévu. Un vaisseau spatial appelé Ulysse a traversé la queue de Hyakutake en mai 1996 et a rapporté qu'elle mesurait au moins 570 millions de kilomètres de long. C'est le double de la taille de la queue de toute autre comète connue. La comète Wild 2 a été examinée par la sonde Stardust de la NASA en 2004. La sonde a réussi à voler à moins de 237 km du noyau de Wild 2, ce qui nous a donné quelques-uns des meilleurs clichés de la comète à ce jour. C'était aussi la première fois que nous obtenions des échantillons de particules de poussière provenant d'une comète. La précieuse cargaison est revenue sur Terre en janvier 2006. Son objectif était de faire la lumière sur les conditions dans lesquelles Wild 2 et le système solaire, d'ailleurs, se sont formés il y a des milliards d'années. Wild 2 a un diamètre d'environ 5 km et est couvert de cratères et de falaises. On a découvert Kepler 22b, une petite exoplanète dans la constellation du Cygne. Cela te semble anodin ? En réalité, c'est très important. C'est la première planète située dans la zone habitable qui a été découverte par le télescope Kepler. En d'autres termes, il y a peut-être de l'eau sur cette planète. Et s'il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie. Kepler 22b pourrait devenir notre nouvelle maison. Alors, regardons-la de plus près. Il faut savoir que découvrir de nouvelles planètes n'est pas du tout facile. Toutes ne peuvent pas être vues par nos télescopes ultra sophistiqués, même par le tout-puissant Hubble. Parfois, les étoiles sont si petites et ternes qu'il est difficile de les trouver dans le ciel. C'est le cas avec Kepler 22. Les scientifiques ont dû utiliser une méthode spéciale.
D'abord, ils prennent un tas de photos de l'étoile à différents moments. Puis, ils observent et se demandent s'il y a des points sombres sur cette étoile quelque part. S'ils en trouvent un, cela signifie qu'il pourrait s'agir d'une planète. Ces photos nous aident à découvrir des choses très importantes. D'abord, que la planète existe, puis sa taille, son rayon et sa proximité avec l'étoile. Et enfin, on peut étudier la question de savoir si on pourrait y vivre. On sait désormais que Kepler 22b est très similaire à notre planète et pourrait potentiellement devenir une seconde Terre. Elle est également très proche de nous, à seulement 635 années-lumière. Certes, ça fait environ 3 quadrillions de kilomètres, mais c'est l'une des options les plus proches. Kepler 22, l'étoile de Kepler 22b, est une naine jaune. Elle est très similaire à notre Soleil. Même taille, même rayon, même son âge est presque identique, 4 milliards d'années. La différence ne réside que dans sa luminosité. Elle est environ 20% plus terne que le Soleil. Donc, tu auras beau plisser les yeux, tu ne verras pas cette étoile dans le ciel nocturne. La planète Kepler 22b est environ 2,4 fois plus grande que notre Terre. Et c'est plutôt une bonne chose. Un plus grand rayon signifie plus d'eau et d'espace potentiel pour vivre, même si aller d'une ville à l'autre prendrait un certain temps. Imagine un vol de 3 jours. On ne connaît pas la masse exacte de cette planète, mais les scientifiques pensent qu'elle est plus élevée que celle de la Terre. Elle pourrait même être jusqu'à 36 fois supérieure à celle de notre planète. Qu'est-ce que cela signifie ? Une énorme gravité. Si la planète est 36 fois plus lourde que la Terre, alors la gravité y sera environ 6 fois plus forte. Tu arrives à peine à porter un sac de 10 kg de pommes de terre, alors essaie un sac de 50 kg. Sans compter que tu peux toi-même devenir beaucoup plus lourd sur cette planète. Tu devras être incroyablement musclé rien que pour marcher là-bas et aller au travail. Le pire, c'est qu'avec une telle gravité, il serait incroyablement difficile pour les plantes d'y survivre. Elles ont besoin d'au moins un peu de liberté pour s'élever du sol. Et les animaux, nos chiens et nos chats devraient se transformer en petites boules de muscles pour survivre là-bas. Mais si cette planète a déjà ses propres animaux ou d'autres habitants, nous pouvons grossièrement imaginer à quoi ils pourraient ressembler. Ils ont probablement beaucoup de jambes pour faciliter leur déplacement. Ils ne sont pas vraiment grands, mais trapus et extrêmement forts. Des sortes d'araignées géantes très musclées donc. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces informations ne sont pas confirmées. Si nous avons beaucoup de chance et que la gravité là-bas s'avère être juste un peu plus élevée que celle de la Terre, alors bien sûr, il sera beaucoup plus facile d'y vivre. On sait aussi que Kepler 22b est environ 15% plus proche de son étoile que nous ne le sommes du Soleil. Si Kepler 22b existait dans notre système solaire, elle serait située quelque part entre la Terre et Vénus. Cela signifie-t-il que nous allons tous brûler ? Non. Comme dit précédemment, l'étoile Kepler 22 est plutôt froide, à peine 5600 degrés Celsius. C'est pourquoi nous pouvons supposer que les températures sur Kepler 22b sont à peu près les mêmes que celles que nous avons sur Terre. En tout cas, si la planète tourne autour de son étoile de la même façon que la Terre tourne autour du Soleil, ce que nous ne savons pas vraiment. Kepler 22b peut tourner autour de son étoile sur le côté, comme par exemple Uranus. Quoi, tu ne savais pas qu'Uranus est couché sur le côté ? Et qu'elle avait aussi des anneaux ? Oui, Uranus a aussi des anneaux, comme Saturne, mais ils sont verticaux. L'univers est vraiment un endroit fascinant. Bref, si Kepler 22b est similaire, alors son climat ne sera pas très hospitalier, pour le dire gentiment. Des hivers incroyablement froids seront suivis d'étés bouillants. Et comme pour les planètes en rotation synchrone, on ne pourrait vivre plus ou moins confortablement que sur l'étroite bande de terre située entre les deux hémisphères extrêmes. Espérons que ce ne sera pas le cas et que la planète tourne normalement. Mais tout n'est pas si mal. Des études montrent qu'il y a peut-être un océan sur Kepler 22b. Tu sais déjà que l'eau est synonyme de vie. Mais dans ce cas, c'est aussi un gros avantage, car une planète couverte par un océan a toujours des températures plus stables. L'eau absorbe une partie de la chaleur et la répartit uniformément sur la planète. Les parties chaudes se refroidissent et les parties glacées se réchauffent. D'ailleurs, c'est exactement ce qui est arrivé à la Terre il y a des milliards d'années. Lorsque notre planète a commencé à avoir ses premières petites flaques d'eau, notre Lune bien-aimée a aidé ces flaques d'eau à se répandre sur toute la planète. Grâce à cela, le rocher incandescent qu'était notre Terre s'est transformé en une mignonne petite boule pleine de vie.
Donc, si Kepler 22b a de l'eau mais pas d'atmosphère, les scientifiques pensent que la température moyenne là-bas pourrait être d'environ moins 11 degrés Celsius. Mais s'il y a aussi une atmosphère semblable à celle de la Terre, alors la température peut atteindre 22 degrés Celsius, ce qui serait idéal. Et enfin, une année là-bas équivaut à 290 jours terrestres, soit environ 9 mois. La planète n'a pas de satellite naturel, donc il faudrait malheureusement se passer de cette belle vue de la Lune. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous serions probablement capables de voir le Soleil comme une petite étoile lointaine. Nous pourrions l'admirer dans ce ciel nocturne en faisant quand même attention à ces araignées géantes. C'est tout ce que l'on sait pour le moment. Malheureusement, il est assez difficile d'explorer de telles planètes, de sorte qu'il y a encore beaucoup de données très importantes que nous ne connaissons pas. Par exemple, quel genre de planète est-ce ? Oui, il nous manque les informations les plus cruciales sur Kepler 22b. Nous ne savons pas si c'est une planète tellurique ou non. Et si ce n'est pas le cas, alors toutes les informations mentionnées précédemment ne servent à rien. Il se peut qu'il s'agisse d'une planète gazeuse, ou une planète couverte de gaz avec un noyau solide comme Neptune, ou un monde aquatique recouvert d'un océan géant. Il vaudrait mieux que ce soit une planète aquatique. Au moins, on pourrait y construire une sorte de ville sous-marine. On pourrait filtrer l'eau et manger du poisson, jusqu'à ce qu'on évolue vers une espèce amphibie. Est-ce que ce serait considéré comme une évolution si on retournait à nos origines ? Quoi qu'il en soit, les scientifiques pensent que Kepler 22b pourrait s'avérer être une planète semblable à Neptune. Certains astronomes ont même rangé la planète dans la catégorie des mini-Neptunes. Oui, c'est une vraie catégorie de planètes. Mais cela n'a pas encore été prouvé. Et même si Kepler 22b s'avère être une planète tellurique, on ne sait toujours pas à quoi ressemble l'atmosphère là-bas. Ou même s'il y en a une. Et si elle s'avérait être comme celle de Vénus, elle serait extrêmement toxique. Il faudrait alors creuser profondément sous terre pour survivre d'une manière ou d'une autre sur cette planète. Et il faudrait aussi trouver une source de chaleur, car il fait plutôt froid sous terre. Il existe de nombreuses possibilités avec Kepler 22b. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse claire. Mais espérons que les scientifiques les trouveront avant qu'on fasse embarquer les premières personnes dans des navettes et qu'on les envoie à la conquête de Kepler 22b. Ce serait gênant si elle s'avérait être une planète gazeuse ou à l'atmosphère ultra toxique. Si tu as déjà vu des photos prises depuis un vaisseau spatial ou depuis la Station spatiale internationale et qui montrent des corps célestes éclairés par le Soleil, comme la Terre ou la Lune, tu as peut-être remarqué quelque chose qui cloche. L'espace semble trop vide. Il manque un magnifique arrière-plan rempli d'étoiles. Il semble qu'il serait très ennuyeux d'aller observer les étoiles directement depuis l'espace, puisque le ciel est toujours si sombre. Pendant la journée, le ciel au-dessus de nos têtes est bleu à cause de la diffusion de la lumière. Cela se produit lorsque la lumière du Soleil traverse l'atmosphère. Mais si tu es sur la Lune ou ailleurs dans l'espace, il n'y a pas d'atmosphère pour diffuser cette lumière. C'est pourquoi le Soleil semble toujours noir. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a moins de lumière. Si tu jetais un coup d'œil à travers un hublot de la station spatiale, tu verrais autant de lumière solaire directe que si tu regardais par la fenêtre de ton appartement pendant une journée sans nuages, peut-être même plus. Lorsque tu prends une photo par une journée ensoleillée, tu utilises probablement une courte exposition, ainsi que le réglage d'ouverture étroit de ton appareil photo. De cette façon, seule une courte rafale de lumière entre dans l'objectif. Le même principe s'applique lorsque nos pupilles se contractent à la lumière du soleil pour ne pas avoir à gérer une trop grande quantité de lumière. Et comme il fait tout aussi clair là-haut dans l'espace, le processus est le même lorsque tu prends des photos d'objets éclairés par le soleil. En utilisant une exposition courte, tu peux obtenir de bonnes photos lumineuses de la Terre ou de la surface de la Lune. Mais cela signifie aussi qu'il n'y aura pas d'étoiles sur la photo. Même là-haut, les étoiles sont relativement ternes. Elles n'émettent pas assez de lumière pour apparaître sur les photos prises avec de tels réglages. Notre planète a un ciel bleu qui se transforme lentement en une magnifique palette rouge-orangé au crépuscule et inversement à l'aube. Mais si tu as un jour l'occasion d'observer un coucher de soleil sur Mars, tu dois t'attendre à l'inverse, un ciel diurne orange-brun qui prend une teinte bleutée au coucher du soleil. Tout d'abord, Mars est plus éloigné du Soleil que notre planète. Donc, lorsque tu regardes le Soleil depuis la surface martienne, il a l'air plus terne et plus petit. Et ce n'est pas tout. Le Soleil observé depuis Mars n'est qu'un point blanc bleuté entouré d'un halo bleu.
La fine atmosphère de la planète rouge contient de grandes particules de poussière, qui créent un effet appelé diffusion de Mie. Cela se produit lorsque le diamètre des particules dans l'atmosphère est presque le même que la longueur d'onde de la lumière diffusée. Cet effet filtre la lumière rouge des rayons du Soleil. Ainsi, seule la lumière bleue atteindrait tes yeux sur Mars. Comment se fait-il que la Terre n'ait pas d'anneau ? Toutes les géantes gazeuses de notre système solaire, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, ont de tels anneaux, alors que les planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, n'en ont pas. Il existe 2 théories sur la façon dont les anneaux peuvent apparaître autour d'une planète. Ils pourraient n'être que des restes de matériaux datant de l'époque où la planète se formait. Ou bien ils pourraient être les restes d'une lune qui a été détruite par une collision avec un corps spatial ou déchirée par la forte attraction gravitationnelle de sa planète mère. Les géantes gazeuses se sont formées dans les régions extérieures de notre système solaire, tandis que toutes les planètes telluriques se trouvent dans la partie intérieure. Alors, peut-être que les planètes intérieures étaient mieux protégées des collisions potentielles qui auraient pu former leurs anneaux. Il y a aussi plus de lunes dans les régions extérieures de notre système solaire, ce qui pourrait être une autre raison pour laquelle les planètes qui s'y trouvent ont des anneaux. De plus, les planètes plus grosses ont une gravité plus forte. Cela signifie qu'elles peuvent maintenir leurs anneaux stables après leur formation. Certains experts pensent que la Terre avait un système d'anneaux il y a longtemps. Un objet de la taille de Mars a pu entrer en collision avec notre planète mère, ce qui a probablement créé un anneau dense de débris autour d'elle. Certains scientifiques pensent que ces débris n'ont pas formé un anneau, mais ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Lune. Une planète géante se cache probablement au bord du système solaire, bien au-delà de Neptune. Les scientifiques ont baptisé ce mystérieux monde hypothétique la planète 9. Si elle existe vraiment, elle est probablement similaire à Uranus ou Neptune et 10 fois plus massive que notre planète. Elle tourne probablement autour du Soleil, mais dans les confins du système solaire, environ 20 fois plus loin que Neptune. Une autre théorie intéressante stipule que la planète 9 pourrait en fait être un trou noir de la taille d'un pamplemousse, qui déforme l'espace comme le ferait une grande planète. Alors que nous pensions autrefois que l'eau était une substance rare dans l'espace, elle existe en réalité partout dans notre système solaire. Par exemple, on peut en trouver dans les astéroïdes et les comètes, ainsi que dans les cratères de la Lune et de Mercure. Nous ne savons toujours pas s'il y a assez d'eau pour faire vivre d'éventuelles colonies humaines si nous décidions de nous y installer. Mais une certaine quantité d'eau est certainement présente là-bas. Mars abrite aussi de l'eau au niveau de ses pôles. Elle est principalement cachée dans les couches de glace et probablement sous la surface poussiéreuse de la planète. Europe, la lune de Jupiter, a aussi de l'eau. C'est la candidate la plus probable que nous connaissions pour accueillir la vie en dehors de la Terre. Il y a probablement tout un océan d'eau liquide sous sa surface gelée, et il pourrait d'ailleurs contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans de la Terre réunis. Neptune est étonnamment chaude, même si elle est 30 fois plus éloignée du Soleil que notre planète et reçoit moins de lumière solaire et de chaleur. Mais elle émet beaucoup plus de chaleur qu'elle n'en reçoit. Son atmosphère est aussi beaucoup plus active qu'on ne le pensait, surtout si on la compare à sa voisine, Uranus. Ces 2 planètes émettent la même quantité de chaleur, même si Uranus est beaucoup plus proche du Soleil. Mais personne ne sait pourquoi. Neptune a aussi des vents extrêmement forts qui peuvent atteindre une vitesse de 2400 km/h. Pourrait-il être responsable de cette chaleur? Ou peut-être est-ce à cause du noyau de la planète? Ou de sa force gravitationnelle? Un trou noir monstrueux fonce dans l'espace à une vitesse de 8 millions de km/h. Les scientifiques l'ont localisé grâce au télescope spatial Hubble. Ils pensent qu'il pèse autant qu'1 milliard de soleils. Il était censé rester à sa place au centre de sa galaxie d'origine, mais des forces gravitationnelles le poussent dans tous les sens. À un moment donné, ce trou noir va se libérer de sa galaxie et continuer à errer dans l'univers. Heureusement, il est encore à 8 milliards d'années-lumière de nous. Les tempêtes solaires sont si puissantes qu'elles pourraient nous plonger dans le noir complet. En juillet 2012, la tempête solaire la plus puissante des 150 dernières années a manqué la Terre de peu. Les éjections de masse coronale, ou CME, sont de grandes bulles de gaz ionisées. Elles ont traversé notre orbite à l'époque. Si elles avaient eu notre planète pour cible directe, nous aurions fait face à de la matière solaire fonçant vers la Terre, endommageant les ordinateurs et provoquant des pannes de courant qui auraient duré des mois.
Une tempête solaire surprise nous a frappé le 25 juin 2022. Un photographe a même réussi à capturer de superbes aurores lumineuses qui ont traversé le ciel de l'aube à Calgary, au Canada, et qui ont duré 5 minutes. Elles ont été provoquées par la tempête. Les étoiles vampires existent vraiment. Elles font partie d'un système d'étoiles binaires, et elles peuvent littéralement aspirer la vie de l'autre étoile du système, afin de continuer à brûler plus longtemps. Le principe est simple. Une étoile plus petite et de plus faible masse vole le carburant hydrogène de sa sœur pour augmenter sa propre masse. Cette étoile vampire devient alors plus chaude. De plus, sa couleur passe au bleu vif. Ainsi, elle a l'air beaucoup plus jeune. La couleur de l'univers est surnommée l'AT cosmique. La lumière provenant des galaxies et des étoiles qui s'y trouvent, ainsi que des nuages de gaz et de poussière dans l'univers observable, a une couleur spécifique. C'est une teinte ivoire assez proche du blanc. L'univers est beige car il y a davantage de zones qui produisent de la lumière verte, jaune et rouge que de zones qui émettent du bleu.